Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Aujourd'hui, je suis en studio avec Thierry Colombier et Nathalie Cromwell. Alors Thierry et Nathalie, vous étiez tous les deux à Paray-le-Monial du 10 au 14 juillet 2024 pour le parcours découverte du judaïsme dans le cadre de la session des 25-35 ans organisée chaque année par la communauté de l'Emmanuel. Alors, avant d'aller plus loin Thierry, puisque tu es l'initiateur de ce parcours, pourrais-tu nous en rappeler la genèse ? Oui, alors c'est une initiative qui est partie du service diocésain des relations avec le judaïsme en 2010, puisque nous avons initié cette première rencontre entre juifs et chrétiens à l'abbaye de la Meilleraie. Oui, donc dans l'ouest. Voilà, près de chez nous. Dans le diocèse de Nantes. Cette session a été une réussite, elle s'est propagée dans d'autres villes, à Rennes, Angers. Et puis, elle est passée à Paray-le-Monial, où la communauté de l'Emmanuel organise tous les étés des grands rassemblements de jeunes, jusqu'à 5000 personnes. Et c'est dans ce cadre-là que depuis 5 ou 6 éditions, nous allons à l'été pour organiser ces rencontres. Alors, à l'instant, une remarque, si tu as voulu délocaliser, entre guillemets, ce parcours et l'installer à Paray-le-Monial, c'était dans la volonté de toucher davantage de jeunes, c'est ça ? Oui, alors c'était pour répondre en fait à l'appel du cardinal Lustiger qui était venu rencontrer le petit groupe d'amitié judéo-chrétienne que nous formions avant le service diocésain des relations avec le judaïsme. Et le cardinal nous avait dit, c'est auprès des jeunes que vous devez mettre toute votre énergie. Je vous demande de faire en sorte que les jeunes chrétiens puissent rencontrer des jeunes juifs pour mieux connaître les sources juives de la foi. Oui. Donc l'idée a été en fait d'instaurer ce parcours au sein d'une session existante de la communauté de l'Emmanuel qui est proposée tous les étés à cette tranche d'âge des 25-35 ans. Voilà, donc c'est assez difficile de faire venir des jeunes de but en blanc comme ça. Donc c'est nous qui nous sommes déplacés, qui nous sommes... insérés en quelque sorte. Voilà, nous sommes allés vers les jeunes dans ces sessions de jeunes 25-35 ans où nous avons proposé donc, de se mettre à l'écoute des Juifs et du judaïsme. Et ça a été facile de convaincre la communauté de l'Emmanuel ou il y a eu des résistances? Non, ça s'est bien passé? Alors, ce n'est pas propre à la communauté de l'Emmanuel que de convaincre de la nécessité pour les chrétiens de se relier au monde juif pour retrouver son identité chrétienne, puisque Jésus était juif, les apôtres, Marie, etc. Donc, oui, il a fallu effectivement expliquer les choses, mais on peut dire que les grands responsables, le modérateur général notamment, a été tout de suite accessible à cette proposition et nous a encouragés. Et vous avez été soutenu aussi par l'évêque d'Autun, Monseigneur Rivière, qui a été favorable d'entrée de jeu à ce projet. Oui, alors Monseigneur Rivière, qui est l'évêque du lieu, nous a tout de suite soutenus. Petit-fils d'Edmond Michelet, il nous dit que tout le temps que toute sa jeunesse, toute son enfance, il a entendu parler du bien des Juifs, par son grand-père, par sa mère également. Et il a été également extrêmement marqué par le cardinal Lustiger à Paris. Et donc, il dit souvent qu'il tient sa vocation du cardinal Lustiger, de sa rencontre avec lui. Alors depuis, le projet est soutenu par le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur de Boulin-Beaufort, par le SNRJ, le Service national des relations avec le judaïsme, Christophe Le Sourd. Donc il y a vraiment un soutien maintenant ouvert en quelque sorte de l'Église à cette réalisation. Alors oui, et également du grand rabbinat, puisque nous avons toujours un représentant, le conseiller particulier du grand rabbin Raïm Korsia. Nous avons eu le grand rabbin lui-même qui s'est déplacé aussi à Paris. Donc il est important que nous puissions être soutenus par les deux institutions, le plus haut niveau, catholique et du judaïsme français.
Alors, pratiquement, ça a quand même été assez complexe à mettre en œuvre parce qu'il fallait pouvoir quand même veiller à organiser des liturgies parfaitement orthodoxes sans synagogue, hein, dans un lieu où il n'y en avait pas, à importer aussi, entre guillemets, des repas cachers. Donc, l'organisation pratique, elle a été aussi lourde à mettre en place. Oui, elle est lourde, mais maintenant, nous avons une certaine expertise, on va dire, une connaissance des prérequis pour organiser ce type de rencontre, notamment pouvoir accueillir le judaïsme orthodoxe, des rabbins orthodoxes qui puissent venir conduire un office tel que les juifs dans un milieu observant le suivent. Donc pour cela, effectivement, il fallait organiser des repas cachers avec un traiteur assermenté, agréé par le consistoire central, et puis avoir un certain nombre de connaissances, parce qu'il fallait installer une synagogue aussi sur place, ce que nous faisons à chaque fois. Donc notre connaissance du monde juif nous permet maintenant d'organiser ces rencontres en toute sécurité. Alors, nous le comprenons, c'est donc une organisation lourde qui a été complexe à mettre en place, mais une formule qui maintenant est bien rodée, hein, puisque, en fait, ce parcours, il est proposé tous les 2 ans, depuis 2016, à l'exception de 2020. Et il me semble aussi que, tu l'avais dit hors antenne, il y a maintenant une implication d'une équipe de jeunes qui double les organisateurs, je dirais, plus âgés, qui sont très investis, efficaces, hein, aussi bien des juifs que des chrétiens. Alors, il y a paradoxalement plutôt des jeunes juifs. Oui. Les jeunes chrétiens ne sont pas suffisamment nombreux et ne sont pas suffisamment encore sensibilisés à la question, tandis que les jeunes juifs sont très motivés pour rencontrer les chrétiens, pour donner des enseignements. Ils sont curieux de connaître cet intérêt des chrétiens pour le monde juif. Et effectivement, nous avons avec nous une douzaine de jeunes juifs qui nous aident et qui interviennent systématiquement. Alors, cette année, le format a été un peu modifié en raison des Jeux Olympiques. Hein. Ça a imposé une durée moindre et une jauge aussi plus basse. Hein. Oui, alors nous avons été effectivement obligés de concentrer la session de rencontre sur 4 jours, enfin 3 jours et demi au lieu de 4 jours et demi, donc un jour en moins. Et de diminuer également le nombre d'inscrits. Nous étions 220, alors que nous avons atteint jusqu'à 600 participants. Mais Nathalie, tu disais que ce n'était pas forcément un mal qu'il y ait moins de participants. Cette fois-ci, on a trouvé que c'était un bien, vraiment, parce qu'on était resserrés. Oui. Les gens qui étaient là savaient qu'ils étaient privilégiés, puisque finalement, toutes les sessions avaient été diminuées à cause des Jeux Olympiques. Comme il y avait beaucoup moins de services d'ordre, on avait demandé que tout soit restreint. Et aussi les lieux. Par conséquent, on était vraiment pas resserrés les uns sur les autres, mais presque, et c'était plus intime, beaucoup plus intime. Et en 3 jours et demi, on a fait connaissance, on a eu beaucoup de discussions, les gens pouvaient poser des questions. Et on était dans une unité de lieu, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est très nombreux, qu'on est sur la prairie, et puis ensuite on va au parc des Chapelains. Il y a beaucoup de déplacements, qu'on va faire des ateliers dans d'autres salles dans la ville. Là, on a été très privilégiés, mine de rien. Donc finalement, un mal pour un bien. Oui, vraiment énorme. Ça a eu une incidence sur le programme ou pas Parce qu'il y a un déroulé classique que tu peux rappeler, peut-être Thierry. Oui, alors bon, il y a toujours une présentation générale de l'intérêt des institutions juives ou chrétiennes donc pour ce type de démarche. Ensuite, on tient à organiser
une cérémonie commémorant la rafle du Veldiv pour réfléchir, parler de la question de l'antisémitisme au-delà de la Shoah, puisque on constate une flambée de l'antisémitisme aujourd'hui. Donc c'est l'occasion d'essayer de clarifier les causes de ce rejet du monde juif. Ensuite, nous avons une préparation au Shabbat, parce qu'en fait, le cœur de la session est de vivre un véritable Shabbat tel que les Juifs observant le vivent. C'est un temps fort spirituel dont le monde aurait tant besoin. Donc il faut peut-être rappeler pour les gens qui ne savent pas qu'un Shabbat, ça commence le vendredi soir à la tombée de la nuit et jusqu'au samedi, jusqu'à la nuit, oui. Voilà, et que ça comporte plusieurs offices et plusieurs repas. Voilà, donc il y a plusieurs offices à l'entrée pendant le Shabbat le samedi matin et le soir pour clôturer le Shabbat avec des prières, des bénédictions. Il y a de l'étude, des commentaires de textes que nous lisons à ces offices de Shabbat. Et puis tout cela se fait autour des repas du vendredi soir, du samedi. Repas très festifs. Des repas qui sont toujours très festifs et qui sont cachers, donc pour pouvoir recevoir à la table les Juifs et rétablir finalement cette communauté de table entre Juifs et non-Juifs. Qui est très importante, la communauté de table. C'est très important parce que ça a été certainement, historiquement, le motif de la séparation entre les Juifs qui sont restés Juifs et les Juifs qui ont suivi Jésus et qui sont allés vers le christianisme. Et ces sessions ont été l'occasion de restaurer cette communauté de table. Ça ne se faisait nulle part? Oui, à cette échelle-là, on nous a dit plusieurs fois que c'était effectivement unique dans l'histoire et en France notamment, parce que il y a toujours eu des familles qui ont rencontré des Juifs, qui ont participé à des Shabbats, mais des communautés entières de non-Juifs et notamment de chrétiens qui, soutenus par leur clergé, leur évêque, ont pendant plusieurs jours fréquenté la table des Juifs et l'enseignement des Juifs. Ça, c'est quelque chose d'unique. Oui. Et donc, à l'occasion du Shabbat, donc il y a tout un temps de préparation, parce qu'on décore la salle, on prépare, etc. Mais en même temps, il y a toute une partie explicative pour les chrétiens, parce qu'il faut les préparer, c'est ça, à vivre ce temps et à comprendre ce qui va se dérouler sous leurs yeux. Voilà, donc il y a une explication qui est référée à la Bible et à l'interprétation juive des Écritures, qui est ce temps de cessation, d'arrêt de toutes les activités, de toutes les préoccupations, les agitations du monde pour se consacrer à la prière, au retour sur soi, à la vie familiale, aux échanges avec les amis. Donc c'est toute cette atmosphère, toute cette finalité du Shabbat qui est expliquée avec des rites particuliers qui ont tous un sens, qui permettent aux chrétiens de rentrer dans cette expérience de ce qu'on appelle le Shabbat. Oui. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et avec Thierry Colombier et Nathalie Cromwell, nous revenons sur ce parcours découverte du judaïsme qui a été proposé aux jeunes de la tranche 25-35 ans dans le cadre de la session qui s'est tenue à Paray-le-Monial du 10 au 14 juillet. Alors, on disait que la réduction du format de cette année n'a pas finalement eu tellement d'incidence sur le programme. Ça a été le déroulé classique. Il y a toujours des intervenants de grande poiture. Alors cette année, il y avait des habitués et des nouveaux, comme toujours. Et parmi ces nouveaux, il y avait quand même une personnalité, je dirais, assez remarquable, qui est l'historien et essayiste Georges Bensoussan. Oui, alors... pour lui, c'était une première. Pour lui, c'était une première et pour nous aussi. C'est
un homme très, très connu, une référence notamment dans le monde juif, spécialiste du sionisme, du conflit israélo-arabe, plus largement. Voilà, et puis de la situation des Juifs en Europe au 19e et 20e siècle. Donc il a beaucoup travaillé ces questions de l'antisémitisme contemporain ou récent. Et donc, nous l'avons fait intervenir pour nous expliquer, en tant qu'historien, ce qu'est finalement le sionisme, qui est le contraire de ce qu'on imagine dans ce qui est véhiculé dans les médias, dans la représentation classique. Le sionisme égale colonialisme, impérialisme, l'extrême droite, racisme, etc. Donc, il a expliqué de façon extrêmement paisible, à partir de l'histoire qui remonte au XIXe siècle, ce qu'est réellement la motivation de ces Juifs qui ont voulu s'émanciper de l'emprise des cultures, qu'elles soient chrétiennes dans l'Europe de l'Est et en Russie, ou laïques ou arabo-musulmanes pour le reste du monde. Oui, en fait, il a développé le concept comme quoi le sionisme, c'est en quelque sorte une décolonisation de la condition juive. Les Juifs ont été pendant des siècles obligés, entre guillemets, de courber les chines, de se taire partout, que ce soit dans les pays chrétiens ou dans les pays musulmans. Et avoir un État à eux, c'était en quelque sorte revendiquer le droit d'être traité comme un citoyen à part entière. Et non pas avec un statut. Vous savez, on connaît peut-être pas tous, mais ce statut de la dimitude dans les pays arabo-musulmans. Soi-disant, les Juifs étaient protégés, mais en même temps, ils étaient infériorisés. Voilà, et ils étaient protégés de la violence même du monde arabo-musulman à leur endroit. D'une certaine façon, on pourrait dire ça. Ils ont toujours été dans cette position d'infériorisation, de soumission, d'humiliation et de persécution. Et l'élan sioniste, qui ne s'est pas d'ailleurs forcément dirigé vers la terre d'Israël, puisqu'il n'y a eu que 2% de Juifs qui fuyaient les pogroms, qui sont allés en terre d'Israël. Les autres sont partis en Europe occidentale ou aux Amériques pour trouver une vie meilleure. Mais ceux qui souhaitaient revenir sur la terre des ancêtres, c'est-à-dire très peu, ont finalement réussi dans un endroit improbable, dans une terre hostile, et c'est ce qui a déclenché finalement toutes les hostilités bien avant la création de l'État d'Israël. C'est ce que nous rappelait Georges Bensoussan, c'est que dès l'origine, il y a eu une sorte de résistance à ce besoin pour ces quelques Juifs de retourner sur leur terre. Oui, et une terre qu'ils ont trouvée dans un état de très grande pauvreté. Ceux qui y étaient au départ étaient extrêmement pauvres, il le dit. Extrêmement pauvre, c'est une terre qui n'intéressait absolument personne, des marécages, des déserts. Ils ont vécu les premiers colons, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire les colonies de peuplement dans ces terres-là, ont fait un travail énorme dans des conditions terribles et dans une hostilité avec les populations arabo-musulmanes avoisinantes avec qui n'ont jamais pu s'entendre, alors qu'à l'origine, le projet sioniste était un projet socialiste, un projet de communauté ouverte aux autres cultures. C'était vraiment dans les gènes du projet sioniste, essayer de créer une société idéale et qui malheureusement n'a pas pu marcher dans ses rapports aux non-juifs, mais qui a marché en ce qui concerne l'organisation interne, puisque très vite, 100 ans avant, ou 80 ans avant l'État d'Israël, il y a eu des universités, des organisations intellectuelles, culturelles, sociales pour les populations juives qui étaient montées en Israël à la fin du 19e.
Alors, j'incite beaucoup, moi, les auditeurs à lire ou à écouter Georges Bensoussan. On peut retrouver pas mal de vidéos sur YouTube. Et puis, pour s'informer, il y a un petit que sais-je qui s'appelle « Les origines du conflit israélo-arabe » qui est vraiment extrêmement précieux. Hein. C'est un enseignant, c'est un pédagogue. Il explique les choses très clairement. Oui, oui. C'est absolument un petit ouvrage à avoir. Vraiment. Qui était très instructif, oui. Alors, cette session, elle s'est déroulée dans un contexte particulier, inédit. Hein. Israël contraint à la guerre par l'organisation terroriste du Hamas, avec toujours 101 otages retenus à Gaza. Est-ce que ce contexte, il a donné une tonalité particulière à la session? Est-ce ça a pesé entre guillemets? Oui, effectivement, nous étions très inquiets parce que d'un côté, nous avons des amis juifs qui sont totalement dévastés par les événements dramatiques qui se vivent actuellement en Israël et partout dans le monde, étant donné la flambée de l'antisémitisme. Et de notre côté, nous avions des catholiques, certes de bonne volonté, mais complètement désarmés et totalement désinformés sur le conflit, avec des idées reçues par toutes sortes de médias. Avec des réflexes, que ce soit chez les chrétiens et les non-chrétiens, que ce soit des gens de droite ou de gauche, des élans compassionnels pour les victimes qu'on voit d'un seul côté. On a vite oublié les victimes du pogrom du 7 octobre pour voir dans les images les bombardements, etc. Donc cet élan compassionnel et victimaire finalement incite injustement à rejeter les torts sur le gouvernement de l'État d'Israël, sur son Premier ministre, sur les colons, sur les ultra-religieux, l'armée qui est surpuissante. Donc les gens ne comprennent pas réellement, mélangent beaucoup de choses et en arrivent à renverser l'échelle des valeurs, y compris dans le monde chrétien, où par équivalence, on voudrait voir effectivement chez les populations palestiniennes des victimes, non pas de leurs propres dirigeants terroristes, mais des victimes d'Israël et de l'armée d'Israël, ce qui est un jugement totalement injuste et erroné. Alors, il y a eu une volonté de la part notamment des jeunes juifs présents de rappeler les otages en laissant une place réservée pour manifester leur absence. Oui, alors... il y a eu des choses qui ont... Oui, il y a eu d'abord des paroles, mais on ne voulait pas non plus trop marquer les esprits, mais on a rendu présent ce drame de ces otages, une centaine d'otages qui sont encore emprisonnés, peut-être morts depuis, mais que les familles attendent, en dressant une table vide qui symbolisait donc cette attente des otages. De leur retour. Et puis, on a, lors des temps de prière juive qui étaient organisés, il y a eu également le rappel systématiquement prière pour eux. Des rappels discrets là aussi, pour ne pas polariser sur cette question-là qui est très sensible. Mais nous avons eu surtout des confidences. Et c'est peut-être la première fois que nos jeunes amis juifs nous ont confié combien depuis le 7 octobre ils ne dorment plus. Ils sont profondément angoissés. Ils se posent des questions de partir de France. Mais pour aller où? Est-ce qu'en Israël aussi ils sont menacés. Donc une sorte de désespérance profonde qui a marqué les chrétiens qui ont éprouvé une véritable compassion et qui ont rejoint finalement le monde juif dans la solitude d'Israël face au monde, ce qui a touché énormément nos amis juifs. Ils se sont sentis beaucoup moins seuls parce qu'ils ont été compris dans cette solitude où il n'y a plus de place pour eux. Partout où ils vont, ils sont toujours discrédités, toujours accusés, besoin de se justifier toujours. Alors,
Georges Bensoussan, donc, il a marqué par sa conférence, mais aussi il vous a marqué par le témoignage qu'il a donné sur cette session. C'était la première fois, lui, qu'il assistait à une rencontre comme cela. Et je vous laisse livrer ses impressions. Oui, alors... Certes, il a été lui-même touché, mais nous avons été surtout nous-mêmes touchés de l'humilité, de la rigueur intellectuelle, de l'ouverture avec laquelle il a pu traiter cette question des origines, la revendication légitime des Palestiniens à avoir un État et la revendication tout aussi légitime de l'État d'Israël qui doit en préserver sa sécurité. Donc il a eu une telle écoute qu'il a été extrêmement applaudi longuement et il a été touché véritablement de cette écoute. Il a pu dire dans d'autres conférences que nous avons entendues qu'il n'imaginait pas qu'il y ait des chrétiens et des non-juifs qui, à ce point, ont pu les rejoindre. Et du coup, il a vécu, alors il se définit comme étant un juif non religieux, un juif laïque, il a vécu ce Shabbat en disant finalement cette rencontre avec les chrétiens m'a réconcilié avec le Shabbat et avec ma propre tradition. Oui, et il a été, vous disiez, touché aussi de voir les jeunes chrétiens et juifs prier, réfléchir ensemble, impressionné aussi, et le docteur Praski le notait aussi, par le profond respect que les chrétiens dont les chrétiens ont témoigné pour les rites juifs, la réelle empathie, et tous deux signalaient le climat de réelle fraternité qui a été finalement pour les Juifs un vrai réconfort, une bouffée d'oxygène, alors qu'ils ne pensaient pas pouvoir compter autant sur les chrétiens par certains côtés. Oui, je crois que ça a été vraiment la grâce de tout ce travail accompli, d'une rencontre réussie, profonde, en profondeur, où chrétiens et juifs se sont retrouvés sur des fondamentaux de respect, de dignité, d'ouverture à la transcendance, à la parole de Dieu, etc. Donc, et tout ça dans un climat de spiritualité, de prière, sans fusion ni confusion, où juifs et chrétiens étaient heureux de faire l'expérience de cette altérité, finalement. Alors nous arrivons à la fin de l'émission, donc je pense qu'on peut retenir que ça fut une session plus courte que les années passées, avec un peu moins de participants, mais finalement une session très dense, chargée d'une forte intensité émotionnelle, en raison du contexte d'isolement de plus en plus marqué dans lequel se trouve Israël depuis les massacres du 7 octobre, et par voie de conséquence, chaque juif, où qu'il vive, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, en raison du matraquage médiatique. Les Juifs présents ont été très sensibles au climat de sincère fraternité qui régnait. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas aussi isolés qu'ils le craignaient. Et pour beaucoup, ça a été, semble-t-il, une vraie bouffée d'oxygène. Oui, tout à fait. Je voulais aussi juste rajouter la présence de jeunes enfants qui ont participé à cette rencontre, dont certains, à l'âge de 4-5 ans, ont exprimé que pour eux, ils voulaient revivre le Shabbat, des enfants chrétiens. Ah oui, c'est touchant, effectivement. Alors, vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, et nous sommes revenus sur ce parcours découverte du judaïsme proposé dans le cadre de la session de Parelmonial pour les jeunes des 25-35 ans. Merci Tanguy qui était à la technique.